Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la célébration du 50e anniversaire du décès de Robert Schuman, décès survenu à Sichazel le 4 septembre 1963. Alors, à cette occasion, au-delà des images d'Épinal du père fondateur de l'Europe, devenu pèlerin de l'Europe sur la fin de sa vie, président du mouvement européen international, que je prolonge d'ailleurs aujourd'hui en Lorraine, président de l'Assemblée parlementaire, qui fut l'ancêtre du Parlement européen, Schuman fut ce moine laïque que d'aucuns voudraient voir canonisé un jour. Alors, je voudrais évoquer certains traits du grand politique qui a marqué l'histoire et qui pourrait nous inspirer encore aujourd'hui. Ce fut, disait Adenauer, un idéaliste réaliste. Alors c'est une sorte d'oxymore, c'est une contradiction. Mais c'est vrai. Un idéaliste tout d'abord. Bien sûr, il est inspiré par les valeurs humanistes, valeurs chrétiennes, et surtout, il avait une vision stratégique. C'est un homme qui voyait loin, aussi bien dans le passé que vers l'avenir, et qui voyait large. Cette vision me semblait clairvoyante. Par exemple, il n'a pas voulu reproduire les erreurs de lendemain de la Première Guerre mondiale. Éviter un diktat correspondant à un équilibre éphémère des forces qui aurait été remis en cause lorsque l'Allemagne aurait recouvré ses forces. Donc il était en rupture avec les nationalistes de l'époque, comme le général de Gaulle, ou bien François Mauriac, qui disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Il recherchait donc une solution durable. Et celle qu'il a trouvée est durable puisqu'elle est encore là aujourd'hui. Il souhaitait aussi que l'Europe ne soit pas recroquevillée sur elle-même, mais ouverte sur le monde et contribue à sa pacification, voire son unification. C'est un homme de respect. D'abord de respect des autres peuples. Il est biculturel, luxembourgeois de naissance, germanique d'éducation, lorrain de toujours et français de cœur, disait Jacques Fauvet. C'est un homme des frontières. Mais pour lui, les frontières unissent davantage qu'elles ne divisent. C'était un politique qui respectait ses électeurs. Il ne recherchait pas la popularité de l'éphémère, mais la fermeté pertinente et bienfaisante à terme. Il pensait qu'un responsable ne doit pas suivre ses troupes, mais doit les guider. Ce qui est bon pour une nation doit être préféré à ce qui est souhaité dans l'instant et dans l'ignorance par ses électeurs. Il respectait les nations contre un État fédéral prématuré. Il respectait aussi ses collaborateurs, à qui il accordait une grande autonomie. Par exemple, il a laissé Jean Monnet conduire les négociations qui ont abouti au traité de Paris et à la création de la CECA. Et en plus, sans s'approprier leurs idées à leur insu, il était reconnaissant des efforts déployés et des résultats obtenus. Et, comme tout chef, il assumait la responsabilité politique. Il disait, comme Joffre, on ne sait pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais moi je sais bien qui l'aurait perdu. Il respectait la répartition des tâches qu'il avait indiquées au départ et assumait sa propre part. Par exemple, pour la CECA, il a pris en charge de convaincre le gouvernement, le Parlement, de discuter avec les syndicats, les médias, l'opinion. Et vis-à-vis de l'extérieur, de négocier avec l'Allemagne, bien sûr, avec ses alliés, c'était pas le plus facile, avec le Conseil de l'Europe et l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation européenne de coopération économique qui était mise au point pour répartir l'aide Marshall. Cet idéaliste était aussi un grand réaliste. Par exemple, il voulait fédérer le banal avant le régalien, c'est-à-dire qu'il voulait fédérer la logistique, l'intendance, comme aurait dit le général, avant de passer à la mise en commun d'une politique extérieure ou étrangère ou d'une politique de défense. Il était plus près de Jacques Delors, Fédération d'États-nations, que de Verhofstadt ou Cohn-Bendit aujourd'hui. Il a pratiqué la rapidité de décision. En un week-end à Sichazel, il s'est engagé pour la création de la CECA. Plus précisément, il a identifié que la proposition de Jean Monnet était opportune et pertinente pour trancher le nœud gordien qu'il avait à trancher sous la pression américaine. Et il a fait preuve d'audace. Et là, on reconnaît le chrétien qui croyait à la providence pour assumer des conséquences qu'il n'envisageait pas au départ. C'est aussi un homme rapide dans la réalisation. Il fait preuve d'une habileté manœuvrière tactique, voire parfois de ruse et de brutalité. Par exemple, au Conseil des ministres, il a mis dans la confidence que Mayer et Pleven. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, il a oublié de les prévenir, connaissant les réticences de Bevin. Au contraire, avec les Américains, il a mis Dean Ashleson dans la confidence avant la conférence de presse pour l'avoir dans son camp.
Lorsque la guerre de Corée a éclaté, il était un peu brutal vis-à-vis de l'Allemagne pour que Adenauer n'échappe pas à la construction européenne tout en recouvrant, en réhabilitant l'Allemagne. Il pratique l'éloquence des actes, alors qu'il n'était pas un grand orateur. Constance, détermination durable et stoïcisme, par exemple en 1947 quand il a résisté aux grèves insurrectionnaires. Mais c'était un chrétien paradoxal. Il tendait pas toujours l'autre joue. Par exemple, quand Bidault, qui était président du MRP, le même parti que Schuman, le qualifiait de moteur à gaz pauvre, tout le monde ne peut pas avoir un moteur à alcool. Et là, j'ai pas besoin d'expliciter. En conclusion, nul n'est prophète en son pays. Schuman a récolté un peu la gratitude des Français qui ne le connaissaient pas, et surtout de la France officielle, qui était très absente à ses obsèques, sauf Louis Jox. Et c'est là qu'on voit la petitesse des grands hommes et peut-être la grandeur des petits. Les gaullistes étaient plutôt antagonistes, avec une querelle sur la paternité de la réconciliation, puis bien sûr le rejet de la supranationalité. Edmond Michelet a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, quand les passions partisanes seront éteintes, l'histoire retiendra le nom de l'artisan qui a posé la première pierre et de celui qui a fait surgir l'édifice. Elle les rassemblera dans la même reconnaissance. Donc, en ce jour de commémoration, la réussite de la conciliation de l'éthique de conviction, c'est-à-dire l'idéal, et de l'éthique de responsabilité, le réalisme, est un exemple à méditer pour nos politiques et les citoyens et les hommes que nous sommes.